Alors bonjour à tous, voilà, donc là le son est bon. Merci Romain. Donc désolé, je viens de me rendre compte que je parlais dans le vide depuis 5 minutes, puisque le micro était simplement débranché. Donc désolé pour ce petit contretemps. Alors vous avez quand même eu le temps de prendre connaissance de l'avertissement légal. Alors voilà, est-ce que parmi vous quelqu'un peut me confirmer maintenant que tout est dans l'ordre? Et puis je vais bien répéter ce que je disais. Le son est ok, c'est parfait. Alors je vais juste faire ça. Voilà, hop. Allez, on ajuste un peu les petits paramètres, ça c'est à fond. Voilà, comme ça je pense que c'est un peu mieux. Ok, parfait. Alors bienvenue à tous. Bon, on se retrouve cet après-midi parce qu'on attend à 16 h la confiance du consommateur américain selon le Conference Board. Alors voilà, hein, vous savez que c'est un indicateur avancé, un indicateur de confiance qui vient confirmer la lecture plus traditionnelle de celui de l'université du Michigan, mais je dirais au fond peu importe. Aujourd'hui, c'est pas vraiment cet indicateur-là qui est scruté par les intervenants, c'est plutôt ce qui se passe du point de vue géopolitique, les risques de guerre en Syrie, et il y a un certain nombre de baromètres qui semblent l'indiquer, comme l'envolée du pétrole. Donc on va reparler un peu de tous ces éléments-là. J'ai pas mal de graphiques à vous montrer, des éléments assez sympathiques. On a aujourd'hui des signaux de trading sur le marché des actions. On a un marché action européen qui se retourne. Bon, je passe l'avertissement légal puisque là je pense que vous l'avez lu. On passe rapidement sur le site internet. D'ailleurs sur le site internet, je pense que vous allez avoir d'ici 10 minutes ici le SSI. Donc vous le savez, un indicateur de participation des clients FXM qui vous permettent pour chaque actif de connaître le pourcentage d'acheteurs et le pourcentage de vendeurs. Toujours, hein, la meilleure façon bien de lire ces pourcentages d'acheteurs ou de vendeurs, c'est de prendre le contre-pied de la majorité. Ça fait partie de la théorie de l'opinion contraire, et l'analyse contrarienne appartient à l'analyse technique des marchés financiers. Et d'ailleurs, si vous souhaitez un chapitre d'un ouvrage qui traite bien justement de l'opinion contraire, l'analyse technique des marchés financiers par John Murphy aux éditions Valor, analyse technique des marchés financiers par John Murphy aux éditions Valor, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il y a une vingtaine de pages sur l'opinion contraire. Voilà, il y a tout pour bien interpréter ces pourcentages d'acheteurs et de vendeurs sur les marchés financiers, puis ça vous permettra ensuite d'élargir, puisqu'il n'y a pas que dans les indicateurs de participation, il n'y a pas uniquement ce type de chiffres qu'on peut analyser. Donc ça, le SSI, il arrive bientôt. Alors, sur la page d'accueil de DailyFX et sur DailyFX, il y a un certain nombre de points qui ont été abordés. Bon, je ne vais pas revenir sur tous ces points, je vais simplement mettre en avant une analyse, celle qui a été faite ici par Adrian, qui est extrêmement complète sur l'or et l'argent. Adrian revient sur tout ce qu'il vous a proposé depuis le début de l'été sur l'or et l'argent. Il me semble qu'il a commencé à préparer tout ça ce matin à partir de 4 ou 5 heures. Donc voilà, il a fait quand même un gros travail. Je vous invite à en prendre connaissance. Il revient assez largement sur la performance des métaux précieux. Bon, il vous invite à prendre des bénéfices. Il n'empêche que l'or continue de progresser, mais d'ailleurs, il ne l'a pas exclu, cette envolée de l'or, et on va justement en reparler. Dans tous les cas de figure, prenez connaissance de cette analyse. Alors, on va passer sur la plateforme MarketScope. Comment est-ce que nous allons donc procéder dans ce point de marché? Alors premièrement, on attend quoi aujourd'hui? On attend ça. On attend la confiance du consommateur des États-Unis donc pour le mois de juillet. Donc c'est, alors on est mardi, voilà, c'est ce chiffre-là qui va être scruté par le marché. La confiance des consommateurs selon le Conference Board, une lecture à 79. Donc en léger retrait par rapport à celle du mois de juillet. Donc là c'est la première estimation pour le mois d'août. Comment est-ce que le marché a l'habitude, ou en tout cas réagit aux indicateurs macroéconomiques depuis le début du mois d'août? On a l'impression que plus les chiffres sont favorables, plus les chiffres sont bons, plus ils agissent dans le sens d'un désengagement imminent du programme d'achat d'actifs de la Réserve fédérale des États-Unis, et plus les actifs risqués sont vendus. Au fond, quelle est la principale difficulté du marché à l'heure actuelle? Et quelle est au fond l'incertitude pour toute analyse, pour nous tous ici qui cherchons à faire de la prévision boursière? Le principe, c'est comment est-ce que le marché va gérer la transition entre une économie qui dévoile plus ou moins des bons chiffres macroéconomiques, en tout cas c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas aussi en Grande-Bretagne, et c'est le cas au second trimestre au sein de la zone euro, bons chiffres économiques bien entendu
entre guillemets, tout est relatif. Comment le marché va donc gérer la transition entre le retour de la croissance économique et le retrait progressif de la Fed? Car au fond, historiquement, un tel programme d'achat d'actifs par une banque centrale, eh bien, c'est assez unique, c'est clairement un phénomène récent. Historiquement, les marchés financiers, les marchés actions ont progressé parce que derrière, on avait des entreprises qui dévoilaient des perspectives de profit intéressantes et une croissance économique. Mais au fond, c'était toujours l'aspect microéconomique et l'aspect macroéconomique qui permettaient aux marchés actions de progresser plus haut. Naturellement, le cycle des taux d'intérêt, donc pour la partie monétaire, avait un impact sur la tendance. Mais clairement, depuis 5 ans, le jeu est biaisé par l'intervention directe des banques centrales, ou en tout cas de la Réserve fédérale des États-Unis, dans le système financier international. Alors justement, cette intervention directe, elle est vouée à disparaître progressivement. Si elle est vouée à disparaître progressivement, c'est que peut-être que nos économies retrouvent une certaine autonomie sur la voie de la croissance. Mais le problème, c'est comment le marché va réagir dans cette phase de transition. L'économie retrouve son autonomie, donc au fond on devrait être plutôt satisfait, confiant. Mais voilà, la question que se pose, c'est est-ce que bien justement cette autonomie qu'on commence un peu à retrouver, on voit les bons chiffres économiques au Japon, on voit la situation aux États-Unis, et puis bon voilà, quelque chose semble aussi se mettre en place au sein de la zone euro, est-ce que cela peut durer sans les banques centrales? Et partons du principe que oui, cela peut durer sans les banques centrales, comment le marché va réagir pendant cette phase où on aura besoin de preuves justement de ce retour en autonomie presque totale de nos économies vis-à-vis donc de la politique monétaire. Alors c'est justement cette phase-là qui est difficile à bien appréhender, et c'est ce qui crée de la distorsion, c'est-à-dire que des bons chiffres économiques, comme ce matin l'indice IFO en Allemagne, qui est un indicateur avancé extrêmement suivi pour l'économie allemande, le climat des affaires, il y a deux composantes, la composante réelle, donc celle qu'on constate sur une période passée, et la composante avancée. C'est ça qui est intéressant dans l'indice IFO. Il y a du réalisé et une partie indicateur avancé. Dans tous les cas, toutes les composantes étaient bonnes, mais le marché a décroché. Plus que jamais, actuellement, les investisseurs gèrent cette transition entre le désengagement de la Fed et le retour en autonomie de nos économies, eh bien ils le gèrent pour l'instant plutôt négativement, c'est-à-dire que les bons chiffres économiques sont vendus. Alors est-ce que ce sera le cas tout à l'heure avec la confiance du consommateur aux États-Unis? On va le voir, ça tombe à 16h. Moi je m'attendais justement à beaucoup de mouvements à partir de 16h, et bien tout a commencé en début d'après-midi et on l'a vu en Europe. Alors comment est-ce qu'on va appréhender la prochaine demi-heure? On va faire ça de manière structurée. Je vais revenir brièvement sur les chiffres qui nous attendent. Donc le calendrier économique du mois à venir. Là je pense que pour la plupart vous avez les dates en tête, mais ceux qui ne les ont pas, eh bien, vous allez pouvoir en prendre connaissance. Ensuite je vais rebalayer le schéma que développent actuellement les marchés financiers. Un schéma très simple sur fond de perspective de réduction du quantitative easing. On va voir ça en graphique dans 3 semaines. Sur fond aussi de fortes et vives tensions autour de la Syrie. A priori, on va vers une phase armée qui devrait être courte, de bombardement, de quelques jours. Enfin, dans tous les cas de figure, tout l'enjeu est de savoir si les États-Unis et leurs alliés vont contourner le Conseil de sécurité de l'ONU, puisque clairement, si la légalité internationale passe par un vote du Conseil de sécurité de l'ONU, le veto de la Chine, de la Russie, la rendront impossible. Donc actuellement, il y a beaucoup de négociations qui vont dans ce sens-là, et si jamais c'est la voie qu'empruntent les États-Unis, on assistera à une poursuite des mouvements qui ont démarré aujourd'hui. Donc on va regarder ça. Ensuite, on parlera bien sûr du marché d'échange et en particulier des devises émergentes. Et je pensais notamment à la lire turque qui, elle, ne cesse de faire de nouveaux plus bas malgré les tentatives donc, du gouvernement turc de relancer le marché monétaire en Turquie et malgré les tentatives de la Banque centrale de Turquie de réattirer les capitaux en augmentant ses taux. D'ailleurs, c'est ce que cherche aussi à faire la Banque centrale d'Inde, la Banque centrale du Brésil. Pour l'instant, c'est un échec. Les capitaux restent tournés vers les États-Unis, vers la zone euro.
quitte donc en grande partie, et ça les chiffres l'ont montré tout au long de l'été, tout au long du printemps, les grands pays émergents. Et d'autre part, à très court terme, on assiste à une inversion de ce qui se produisait sur les marchés depuis le printemps dernier, à savoir des capitaux qui quittent les marchés actions et qui reviennent sur les obligations souveraines des pays bien notés, l'Allemagne, les États-Unis. J'en veux aujourd'hui pour preuve le rebond du Bund et donc la baisse des rendements euh, des contrats obligataires allemands et américains qui de toute façon redevenaient assez attractifs. Donc là pour l'instant je vois qu'il y a un rebond de l'euro-dollar en temps réel, mais bon de toute façon on reviendra tout à l'heure sur l'euro-dollar, on va en parler tout à l'heure, mais l'euro-dollar, de toute façon, comme vous l'expliquait ce matin Adrian, est clairement un actif qui ne dévoile pas une tendance très claire ces dernières semaines. Il est donc difficile à trader. Il y avait, au contraire, d'autres paires de devises, d'autres monnaies qui, elles, dévoilent des tendances parfaitement directionnelles et plus simples à trader. On en parlera, le yen, la livre sterling, la lire turque. Voilà, on va reparler un peu de tous ces éléments-là. Alors, je regarde simplement une chose. Ok. Donc c'est bien à... Voilà, c'est bien à 16h qu'on en prendra connaissance. Donc on va attendre tout ça. Allez, c'est parti. Donc je vais vous montrer un certain nombre de graphiques, puis on passe sur la plateforme. Naturellement, ensuite, j'en viendrai à toutes vos questions. Donc là, profitez-en. Vous avez la file commentaires. Je vais tous les reprendre dans l'ordre. Donc postez vos questions, vos éventuels graphiques, qu'ils puissent être visibles pour tout le monde. Alors, on commence par le calendrier. Qu'est-ce qui nous attend? Vous le savez, tout à l'heure, dans 30 minutes, la confiance du consommateur aux États-Unis selon le Conference Board, attendue à 79. Voilà, dans tous les cas, la précédente lecture, celle du mois de juillet, était à 80. La première estimation du mois d'août est à 79. Donc pour l'instant, plutôt une anticipation eh bien, de repli de cette confiance du consommateur selon le Conference Board. Dans tous les cas, une lecture à 79 reste positive. Ensuite, quels sont les prochains rendez-vous? Jeudi. Jeudi 29 août, donc dans 2 jours, sera une journée importante pour 2 aspects. La deuxième estimation de la croissance trimestrielle du produit intérieur brut des États-Unis pour le second trimestre, attendue à 2,3%. Et pour les traders de CAC 40, sachez que 6 entreprises du CAC 40 publient leurs résultats jeudi prochain. D'ailleurs, je vous les ai rassemblés ici dans cette analyse-là, vous la retrouvez ici. Voilà, vous avez donc 6 entreprises du CAC 40 qui publient leurs résultats jeudi prochain. L'Oréal, qui, si mes souvenirs sont bons, doit être la 3e capitalisation boursière du CAC 40, qui a clairement un point important, proche d'ailleurs de celui de Total. L'Oréal, LVMH, Total se valent maintenant, à peu de choses près, dans leur impact sur l'indice CAC 40. Lagardère, Carrefour, Essilor et Pernod Ricard. Donc voilà, beaucoup d'entreprises publient leurs résultats jeudi. L'impact sera bien sûr important sur l'indice CAC 40. Ensuite, vendredi, deuxième estimation du produit intérieur brut du Canada. Donc ça c'est important pour les traders de paires en dollars canadiens, USD-CAD, EURO-CAD, qui vous le savez font régulièrement de nouveaux plus hauts, notamment l'EURO-CAD que nous avions tradé ensemble il y a 3 semaines. Donc voilà pour cette semaine. La semaine prochaine, les choses se corsent. Alors la semaine prochaine, voilà. Nous serons la semaine du 2 septembre. Semaine déjà importante, pourquoi? Parce que c'est cette semaine du 2 septembre qui signe le grand retour de la majorité des investisseurs institutionnels sur les marchés. Et il était temps, lorsque vous observez hier le volume de transactions sur l'indice CAC 40, sur NYSE Euronext, à peu près 1 milliard. Alors certes, il y a les plateformes alternatives. Dans tous les cas, 1 milliard, c'est extrêmement faible sur l'indice CAC 40. Il est grand temps que tout ça se réveille. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se met en place à partir d'aujourd'hui. Hier, les marchés britanniques étaient fermés. Dans tous les cas, c'est à partir du lundi 2 septembre que les choses sérieuses commencent et qu'on va partir pour une phase de marché volatile avec du volume jusqu'à Noël. Alors la semaine prochaine, justement, sur le plan des news, elle commence fort. Nous avons le 6 septembre. Nous serons donc ici jeudi 5 septembre. Jeudi 5 septembre, une réunion de la Banque Centrale Européenne, décision de taux de la Banque Centrale Européenne. Et actuellement, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette Banque Centrale Européenne? Alors voici ici un article qui a été rédigé par notre partenaire, professeurforex.com, qui revient sur quelque chose d'important, sur ce qu'a déclaré aujourd'hui le membre français du directoire de la Banque Centrale Européenne, Benoît Cœur,
qui dit que en termes de forward guidance, donc on en parle ici. Alors qu'est-ce que c'est, hein? Ce sont les objectifs de la Banque Centrale Européenne. Alors vous savez maintenant que c'est une grande mode, hein, c'est la Réserve fédérale qui a lancé la mode en se fixant des objectifs macroéconomiques, euh, en fixant aussi des réunions plus fréquentes, vous savez, les fameuses minutes de la Réserve fédérale des États-Unis, donc mettre à jour de manière régulière les objectifs vers lequel tend eh bien, la politique monétaire. La Banque d'Angleterre fait pareil, les banques centrales anglo-saxonnes font de même. La Banque Centrale Européenne, petit à petit, y tend dans tous les cas de figure. Actuellement, l'objectif poursuivi par la Banque Centrale Européenne, c'est l'inflation. Et aujourd'hui, le membre français du directoire de la Banque Centrale Européenne nous dit que, en cas de tension inflationniste, la Banque Centrale Européenne sera flexible. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Une Banque Centrale Européenne qui serait flexible par rapport aux tensions inflationnistes, c'est dire de manière indirecte que même si on poursuit un objectif de lutte contre l'inflation, c'est peut-être pas uniquement l'unique agrégat macroéconomique que nous allons regarder. Entre autres, nous aurons un œil sur les marchés financiers et sur de ne pas tuer dans l'œuf la reprise économique au sein de la zone euro. Donc on a déjà une première indication de ce qui pourrait être le discours de la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine, à savoir que, à peu de choses près, les taux resteront durablement bas au sein de la zone euro. Donc pas de hausse de taux, vous l'imaginez bien, en septembre, ce serait clairement suicidaire de la part de la Banque Centrale Européenne de développer une telle politique. Donc ça c'est plutôt quelque chose qui va bien en faveur d'un affaiblissement de l'euro-dollar. Dans tous les cas de figure, l'euro-dollar lui voit sa tendance neutralisée, comme vous l'expliquait assez bien Adrian ce matin. Voilà, l'euro-dollar, écoutez, vous le connaissez, hein, vous le suivez tous les jours. Voilà, enfermé entre les 1,3310 et les 1,34. On ne sait pas vraiment où il va dans tous les sens, il n'est pas propre d'un point de vue graphique. Et d'ailleurs, le comportement de l'euro-dollar ce jour montre à quel point eh bien, il n'est pas propre, puisqu'il invalide tout. On avait ici potentiellement, alors on a peu entendu parler, une oblique haussière, une ligne de coup d'une éventuelle tête épaule. Clairement, il n'y a rien du tout, c'est tout de suite réintégré. Voilà, il y a quoi actuellement sur l'euro-dollar? Ici, nous sommes sur l'horizon de temps H4. Qu'est-ce qu'on peut vraiment tracer sur cet euro-dollar? Honnêtement, pas grand-chose. À part, on le sait, le canal haussier ici, le canal haussier qui est en place depuis le 12 juillet dernier, le vaste trading range 1,2750, 1,3450. Ici, on a quelque chose qui est vraiment pas propre. On est enfermé au fond entre eh bien, les 1,34 et les 1,33. Clairement, l'euro-dollar est enfermé entre 1,33 et 1,34. Il est extrêmement difficile à trader. Aucune position actuellement n'est recommandée sur cet euro-dollar, sur l'horizon temps intraday, puisque les faux signaux sont multiples. Il y a par contre sur le Forex d'autres tendances à aller rechercher. On va en parler tout à l'heure. Alors, pour le calendrier, ensuite le 7 septembre, vendredi 7 septembre, comme chaque premier vendredi de chaque mois, vous avez les données du marché du travail aux États-Unis. Et là, c'est majeur, puisque vendredi prochain, vendredi 7 septembre, nous aurons, alors vendredi 6 septembre, pardon, pas 7 septembre, vendredi 6 septembre, nous aurons tout simplement les ultimes données du marché du travail aux États-Unis que la Réserve fédérale des États-Unis va appréhender pour le 18 septembre rendre public son calendrier de diminution du programme d'achat d'actifs mensuel, le quantitative easing. D'ailleurs, vous le savez, hein, nous avons lancé sur le forum DailyFX un concours NFP. Nous vous invitons sur le forum à donner votre anticipation de création d'emplois par l'économie américaine. Alors, vous pouvez utiliser les chiffres du consensus, mais venez donner votre opinion et celui qui sera le plus proche, peut gagner un certain nombre de choses. Allez dans le forum, c'est expliqué. Voilà, c'est expliqué par Romain. Dans tous les cas de figure, à travers ce concours, on vous invite à vous intéresser au plus près à cette perspective vendredi prochain du chiffre de création d'emplois par l'économie américaine. C'est primordial dans ce que pourrait être le calendrier des engagements de la Réserve fédérale des États-Unis et donc l'impact que cet élément aura sur les actions et la tendance du dollar sur le marché d'échange. Alors, à l'heure actuelle, quel est le consensus? Je vous remonte rapidement ce graphique que vous a présenté Adrian ce matin. Voilà actuellement quelle est l'anticipation. Le 18 septembre prochain, le passage d'un rythme mensuel d'achat d'actifs actuellement fixé à 85 milliards. Alors vous devez suivre ici la ligne épaisse violette.
un passage de 85 milliards à 70 milliards de dollars chaque mois. Clairement, si l'économie américaine crée moins d'emplois que prévu, vous pouvez être certain que ici, plutôt qu'avoir cette chute, le 18 septembre, nous aurons ici le maintien du programme d'achat d'actifs par la Fed, le 18 septembre prochain, à 85 milliards. D'où l'intérêt de venir tout de suite s'intéresser à ce que pourrait être la capacité de l'économie américaine à créer des emplois. Alors, vous avez tout sur le forum. Je vous remonte rapidement le lien et puis on continue. Allez, un petit peu de publicité, permettez-le moi, pour le forum d'LIFX, puisqu'on est en train de le refonder. Vous avez vu, beaucoup de choses évoluent et on espère que ce forum vous plaît de plus en plus. Alors voilà, tout se trouve ici. Concours d'LIFX NFP. En venant donner votre opinion, vous pouvez consulter l'opinion des autres et puis voir un peu quelle est la majorité. Qu'est-ce que vous pensez tous un peu de ce que pourraient être les créations d'emplois par l'économie américaine. En tout cas, voilà, concours d'LIFX NFP, tout a lieu donc vendredi prochain. Et puis derrière, vous le savez, 10 jours plus tard, c'est la journée que tout le monde attend depuis des mois, la réunion et le compte-rendu du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis qui va fixer son calendrier de désengagement. Alors, donc pour le quantitative easing, vous avez ce graphique. Si ce graphique vous intéresse, il est toujours ici dans l'analyse d'Adrian sur l'or et l'argent. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, ah oui, et donc après ça, vous avez bien sûr les élections en Allemagne, le 25 septembre, si mes souvenirs sont bons. Les élections en Allemagne, ça doit être voilà, le dimanche 25 septembre. Donc en gros, c'est bien plus ou moins tout ça qui nous attend lors des prochaines semaines. Alors, aujourd'hui, il se passe plein de choses. Nous sommes revenus régulièrement sur tous ces aspects-là depuis ce matin, mais il y a quelque chose pour moi qui se met en place et qui semble indiquer la façon dont le marché va jouer le désengagement de la Fed. Et à plus court terme, on a quelque chose d'exogène là qui joue, c'est un phénomène géopolitique, c'est la Syrie. Alors, la perspective de la réduction du quantitative easing, vous le savez, le marché nous l'a encore montré hier, les bons chiffres sont bons, cela milite en faveur du graphique de réduction du QE que je viens de vous montrer, plus les éléments qui se passent en Syrie, et vous avez un cocktail explosif qui voit les cours du baril de pétrole, les cours de l'énergie s'envoler, et ça fait peser un risque inflationniste, donc ça peut jouer aussi sur la politique monétaire pratiquée par les banques centrales, notamment la Banque Centrale Européenne. C'est pourquoi ce matin, Benoît Cœur, le membre français du comité de la BCE, a répété que la BCE sera flexible par rapport à ces risques inflationnistes. Il vient tout de suite au contact du marché en mode communication pour dire c'est pas parce que le baril s'enflamme que nous allons monter les taux. Certes, ok. On verra la semaine prochaine et on verra un peu l'ampleur que va prendre la hausse du baril de pétrole. Ça, le discours peut évoluer. En tout cas, voilà le message aujourd'hui que nous transmet la Banque Centrale Européenne. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Un schéma classique d'aversion pour le risque. Vous en avez parlé dans le forum. Nous avons échangé plusieurs fois sur cet aspect-là. Un schéma classique d'aversion pour le risque qui voit quoi? Qui voit les actions internationales s'aligner petit à petit, toutes zones géographiques confondues, dans un schéma de prise de profit pour l'instant. Ce sont à nouveau les actions américaines qui ont donné le point de départ de ce mouvement-là au début du mois d'août. Elles sous-performaient et on verra que sur les indices actions américains, il existe encore un potentiel de baisse. Ensuite, les actions européennes qui ont développé un marché plat pendant 3 semaines alors que Wall Street baissait semblent enfin s'aligner sur la configuration de Wall Street. Et on verra qu'en Asie, la situation est aussi compliquée, sachant qu'en Asie, la chute des grandes devises émergentes, la roupie pour l'Inde, la lire turque pour la Turquie, bon, même si c'est pas l'Asie, et puis en Amérique latine, le Real aussi au Brésil, qui font régulièrement des nouveaux points bas malgré tout ce que les banques centrales essayent de mettre en place de manière, au fond, en mode urgence dans tous ces pays-là. Mais pour l'instant, la hausse des taux n'agit pas, ne parvient pas à inverser les flux qui actuellement quittent ces grandes économies émergentes. J'en veux pour preuve l'Eurotree. Si vous étiez avec moi hier pendant le live de trading, vous étiez nombreux à m'avoir dit j'ai shorté l'Eurotree, je vise un pullback ici, et moi je vous ai dit non, ça va à 2,70, 2,71, je ne ferai éventuellement qu'une chose, c'est acheter un pullback sur 2,58. Ce graphique de l'Eurotree et ce dont nous avons parlé hier doit clairement, là je m'adresse plus aux débutants, pour certains je sais que c'est quelque chose qui est assez naturel pour vous, mais lorsque vous avez une tendance haussière comme ça qui est verticale, je pense que même dans le cadre de prise de profit, mieux vaut pas passer vendeur
mais plutôt attendre un retour sur un support pour acheter. Euh, c'est quelque chose, je pense ici, une règle de base à appliquer. Une telle tendance haussière ne peut être qu'achetée sur repli ou renforcée en position longue sur breakout, mais en aucun cas shortée. Donc la lire turque fait de nouveaux points bas, l'euro tri fait de nouveaux plus hauts, l'USD tri fait de nouveaux plus hauts, l'euro réal fait de nouveaux plus hauts, l'euro face à la roupie fait de nouveaux plus hauts. Les devises émergentes sont toujours fermement vendues et a priori, eh bien, qui en profite? Nous l'avons vu tout à l'heure, je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé en début de semaine lorsque je vous ai dit euro-yen, CHF yen, opportunité de vente. C'est le yen japonais qui retrouve son aspect historique refuge. Mais je suis revenu plusieurs fois sur le yen pour vous expliquer qu'au-delà de son aspect refuge sur le marché des changes, qui est clairement historique, et je pense que dans un cas de guerre, là le yen, cet aspect-là jouera à plein, mais au-delà de ça, vous le savez, qu'il y a une inflexion de la politique monétaire de la Banque centrale du Japon, qu'il y a le retour de la croissance économique au Japon, que les gros poids lourds industriels japonais ont réussi à réaliser une part importante de leurs profits à l'exportation. Donc voilà, il y a quand même quelque chose ici qui joue. Dans tous les cas de figure, le yen, lui, monte à court terme et a priori, ce n'est pas fini. Et je vous ai encore ce matin parlé du CHF yen, voilà, où il y avait un beau rejet. Dans tous les cas de figure, en début de semaine, la plupart des paires en yen eh bien, étaient alignés au contact de leur résistance majeure. Je reviens sur le site puisque voilà, je vous avais parlé de ces graphiques-là. Vous aviez donc Euro-Yen qui était sous la résistance majeure à 132,60, CHF Yen, mais aussi USD Yen. Dans tous les cas de figure, rappelez-vous que les paires en Yen sont neutres à moyen terme et que donc les résistances majeures, les bornes hautes des ranges doivent être vendues et quant aux bornes basses, doivent être achetées. Pour l'instant, c'est le cas. Alors, comme j'ai pas mis l'USD Yen dans ce graphique, j'en viens quand même à l'USD Yen pour voir où est-ce qu'il en est. L'USD Yen, c'est rigoureusement la même chose. Et au fond, je m'étais un peu emballé quand j'avais dit que mon rythme de baisse 61,8, baisse 61,8, baisse 61,8 était terminé. Il a à nouveau parfaitement fonctionné. Choc baissier 61,8 de retracement, choc baissier 61,8 de retracement, choc baissier 61,8 de retracement. Et je vous laisse dire la suite. Oui, j'ai bien entendu, choc baissier. Donc vous avez raison, là nous sommes sur l'horizon de temps journalier et l'objectif, là à court terme sur l'USD-Yen, c'est donc 96,90 et si ça cède, eh bien retour sur 96,20. Dans tous les cas de figure, le yen est recherché et le yen est recherché, pourquoi? Parce que c'est une des premières conséquences de ce schéma qui se met en place d'aversion pour le risque. Bien sûr, il n'y a pas que le yen, il y a d'autres indicateurs qui jouent. J'en veux le retour à court terme des capitaux sur le marché obligataire. Alors pour deux raisons, on revient sur le marché obligataire. À nouveau pour le rôle historique refuge des contrats obligataires bien notés, à l'image de ce qu'est le statut du yen sur le marché des changes. Vous avez ici le Bund en données journalières. Alors le Bund, hein, c'est tout simplement les titres d'État émis par le gouvernement allemand, les obligations du trésor allemand. Ici nous sommes sur l'échéance à 10 ans. Observez le rebond du contrat obligataire allemand Bund. Clairement, après une baisse qui est en place depuis 3 mois, vous avez des rendements qui deviennent tout à fait attractifs pour l'économie la plus solide de la zone euro, qui rémunère à 10 ans 2%. Eh bien, sachez que du point de vue de la gestion d'actifs, pour des gérants obligataires, c'est là des placements tout à fait intéressants, des rendements qui doivent s'attraper lorsqu'on peut les avoir. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas d'inversion de tendance à moyen terme du Bund, je parle bien là d'un rebond technique à court terme. Soyons donc prudents. Euh, Simplement ici, nous voyons l'effet d'une divergence haussière qui était assez nette sur le Bund. Moi j'avais tenté de l'attraper ici, mais finalement la divergence haussière, pour qu'elle se crée, il fallait un nouveau point bas, un faux signal de cassure des 139,60 qui ont finalement tenu. Là on repart. Premier objectif de hausse pour le Bund, c'est 141. Si jamais c'est franchi, 142. Pour l'instant, on tend vers 141. Il y a peut-être encore donc 50 points à prendre ici sur le contrat Bund. Dans tous les cas de figure, la divergence haussière ici, elle existait bien sur le RSI à 14 jours. Visons au moins le niveau des 50 qui fera déjà obstacle, mais nous n'y sommes pas encore. Hier, je vous parlais d'une divergence haussière potentielle, elle est désormais active depuis le franchissement de ce point-là fixé à 37, dont je vous parlais hier. Donc pour faire la synthèse de ce que je viens de dire, un signal d'achat à court terme sur les contrats obligataires bien notés, les T-notes, le Bund, une tendance haussière à court terme du yen japonais et toujours d'ailleurs assez baissière de l'USD yen qui est peut-être au fond celle la moins neutre de toutes les paires en yen. Et enfin, au sein des métaux précieux, alors que l'argent lui eh bien, semble sans... Ah non, bah ça y est, l'argent a fait mon objectif, dis donc. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut le dire. Je pense que pour ceux qui m'ont suivi, je vous rappelle que j'avais travaillé cette phase-là régulièrement en extension.
J'avais insisté sur le fait ici que 29,29 $ représentait anciennement 61,8 de retracement de tout ce mouvement-là, et qu'ici, lors de la séance du 20 août, on avait un beau pullback, puis des phases latérales, puis on y va. Là, je rejoins vraiment ce que vous a dit Adrien ce matin sur l'argent. Mon objectif de cours 24,82, là, on prend ses bénéfices. Par contre, sur l'or, je pense que le mouvement n'est pas terminé. Et j'en viens donc au troisième actif qui participe à ce schéma classique dont je vous parle, d'aversion pour le risque. Hausse du yen sur le marché des changes, et hausse d'ailleurs assez ferme du yen. On l'a vu ensuite sur le marché, donc toujours la surperformance des marchés obligataires à court terme par rapport au marché des actions, vraiment à court terme. On a un mouvement inverse par rapport à tout ce qu'on a pu observer depuis le printemps dernier. Et enfin, là, à court terme, je pense que va s'installer un meilleur comportement relatif de l'once d'or au sein de la classe d'actifs des métaux précieux. Pour l'once d'or, je pense qu'à terme, il va s'aligner sur ce qu'a fait l'argent, qui jusqu'alors avait de l'avance. Et je confirme mon objectif donc à 1488 $ l'once d'or au sein des métaux précieux. Et dans un contexte de forte tension géopolitique, l'or retrouve aussi son rôle historique de valeur refuge qui s'est déployé entre 2002 et 2011, entre parenthèses depuis 2011. Attention, à moyen terme, c'est toujours difficile, la tendance haussière là ne concerne que le cadre court terme. Tant qu'on est sous 1540 $, résistance extrême sur l'once d'or, pas de tendance haussière à long terme sur l'or. Par contre, voilà, là il me semble tout à fait crédible qu'on aille rejoindre les 1488, d'autant plus que lors des prochains jours, je pense qu'on va avoir de plus en plus d'informations en faveur de possibles frappes aériennes en Syrie. Alors voilà pour ce schéma classique d'aversion pour le risque, hausse du yen, hausse des métaux précieux, meilleur comportement relatif à venir de l'or par rapport à l'argent. L'argent, je prends mes bénéfices. Et on a parlé enfin des marchés obligataires avec un objectif court terme à 141 pour le Bund. Mais si on parle de schéma classique d'aversion pour le risque sur les marchés financiers, au-delà de la hausse des valeurs refuges, eh bien, c'est un alignement des actions dans une phase corrective. Alors les marchés actions américains, je vous en ai parlé dans une analyse que j'ai publiée ce matin qui est encore sur le site. Sur le Dow Jones, pour l'instant, ça reste compliqué. On a ici, je pense, rompu une ligne de tendance haussière. On a finalement créé pour l'instant aucune divergence sur l'indice Dow Jones. Il faudrait qu'on aille chercher peut-être un poil plus bas. Alors pour l'instant, c'est pas évident. Dans tous les cas de figure, sur le Dow Jones, si jamais on devait casser les 14 816 points, et bien derrière, on aurait un repli des cours à 14 547 points. Je ne sais pas vraiment ce que va faire le Dow Jones puisqu'il était en avance. Là, il a l'air d'avoir un meilleur comportement que le S&P 500 et que le Nasdaq. Dans tous les cas de figure, pour l'instant, il n'y a pas de divergence haussière sur les indicateurs de momentum sur l'indice Dow Jones, si ce n'est qu'il se situe en zone de survente, mais ce n'est pas pour le moment suffisant. Alors qu'est-ce qui est inquiétant sur les indices US? C'est ce dont je vous parlais ce matin, c'est hier d'ailleurs, c'est la configuration technique de l'indice S&P 500 qui lui a cassé les 1671 points, qui a effectué un pullback qui repart à la baisse. Clairement, si les 50% de retracement de toute la phase de hausse qui a eu entre le 24 juin et le 2 août cède, et bien derrière, on enfoncera cette oblique haussière et on reviendra chercher ce que vient d'atteindre le Dow Jones, les 1600 points. Je vise donc 1600 points sur l'indice Dow Jones et ici un RSI en retour sur le niveau des 30 puisqu'il vient d'échouer sur le niveau des 50. Idem pour le compartiment technologique américain. Il y a clairement un risque d'avoir une configuration de sommet ici en rectangle, peu importe. On a une configuration latérale. Je ne sais pas si ce sera une configuration de sommet, si on va casser les 3060 points, mais je pense que nous pouvons aller rejoindre ces 3060 points. Maintenant, attendons quand même la confiance du consommateur aux États-Unis. Dans tous les cas de figure, il y a quelque chose de plutôt négatif qui se confirme sur les indices actions américains. En Europe, qu'en est-il? Alors en Europe, l'indice CAC 40, pour l'instant j'ai mis en pointillé, c'est pas encore tout à fait actif. Il nous faut une clôture jour pour le valider, mais on a potentiellement, et je pense que là, vraiment, on va la valider. A priori, on est parti pour une configuration en tête et épaule sur l'indice CAC 40, épaule, tête, épaule. Son objectif, eh bien, je vous l'ai précisé ici. Alors je reviens sur le site. CAC 40, configuration en tête-épaule, 2 points d'interrogation. Pourquoi? Car je dois les laisser tant qu'on n'a pas la clôture. L'objectif ici, je vous le propose ici, c'est tout simplement l'amplitude de la figure, viser 3882 points.
Rappelez-vous ce qu'est 3882 points, c'était le super niveau dont je vous parlais ici dans cette phase-là, un niveau sur lequel on était resté bloqué 5 séances, c'était un gros niveau de retracement qu'on retrouvait dans tous les cas de figure, qui avait finalement été franchi, probablement ligne de coup ici d'une vaste structure de retournement de tendance qui s'était développée ici, c'est l'objectif théorique de cette figure, je pense que si ce soir on clôture sous 4000 points en clôture, petit à petit le CAC 40 va venir rejoindre donc ces 3882 points. Et je suis revenu ici pour ceux qui découvrent les figures de retournement de tendance sur ce que représente la figure de retournement de tendance en épaule tête épaule. Sachez ici simplement que cette fameuse ligne de coup, ligne d'activation, eh bien, représente donc 4000 points sur l'indice CAC 40. Alors les indices actions décrochent. Pour l'indice français, eh bien, ce serait une tête épaule. Pour les indices anciennement les plus forts, ici sur le MIB, et ici alors ici nous avons le MIB, les actions italiennes, et ici nous avons l'IBEX, les actions espagnoles. Potentiellement, ce n'est pas une tête-épaule qui se mettra en place, mais une configuration de retournement de tendance en failure swing. Alors je vais l'écrire ici. Failure swing, au fond, c'est une configuration de retournement de tendance la plus classique qu'a décrit Charles Dos, un des pères de l'analyse technique des marchés financiers. C'est tout simplement lorsque le marché passe d'une tendance haussière à l'amorce d'un marché baissier, caractérisé par les deux premiers creux descendants et les deux premiers tops descendants. Alors, ce qui potentiellement se met en place ici sur l'IBEX et le MIB, eh bien, je vous l'ai représenté aussi théoriquement. Voilà donc potentiellement ce qui se met en place ici sur le MIB ou encore l'IBEX, cette configuration-là en failure swing. Et actuellement, l'IBEX, le MIB, lui, l'a déjà validé et l'IBEX se situe à peu près ici et donc sur le point de valider. On passe donc d'un marché haussier à une figure de transition ici qui voit donc une succession de creux et de sommets descendants pour l'amorce d'une phase corrective. Ça, c'est ce qui se dessine sur les indices actions du chute de l'Europe. Quant au CAC 40, nous avons plutôt cette structure-là. Dans tous les cas de figure, il y a une phase de prise de profit, donc là, qui clairement bien va se valider sur les indices actions en Europe. Alors voilà, je vais vous le mettre ici en plus petit, vous allez pouvoir comparer. Alors, attendez, je réduis ça. Oh là. Ok, ça a saturé, ça va se remettre en place. Alors, hop, on se le réduit. Là, voilà. Donc là, vous pouvez comparer ce que fait le MIB ici, avec cette configuration en failure swing. Vous avez ici le MIB. Vous retrouvez le même type donc de configuration. Et pour ce qui est donc de l'indice CAC 40, eh bien, il s'agit donc davantage de cette figure-là. Alors d'ailleurs, cette figure-là en épaule tête épaule, je vous invite aussi à observer le comportement des actions de Hong Kong, où il y a tout à fait le risque qu'on construise ce type de figure. Bon, alors, n'allons pas non plus trop loin. S'agit-il d'un point de départ d'une baisse du CAC à 3600 points? Clairement, je n'en sais rien. Par contre, si jamais c'est actif, 3882 points, oui, me semble une cible clairement engagée. Bon, alors, on prend connaissance du chiffre de la confiance du consommateur américain, ensuite on parle du Forex, et ensuite je regarde tous vos commentaires et les graphiques sur lesquels vous souhaitez que l'on revienne. Et bien sûr, on parlera des pétroles, parce qu'il y a des choses à dire sur les pétroles. Ne vous trompez pas de pétrole à acheter, c'est pas forcément le WTI qui sera le plus fort. Je vous rappelle aussi que ce soir, il y a une expiration du contrat sur le gaz naturel. Donc vos positions seront clôturées. D'autre part, le gaz naturel, a priori, c'est terminé. Rappelez-vous, je disais 3,50. On est enfermé entre deux moyennes mobiles. Prenez, moi, vos bénéfices sur le gaz naturel. Alors, c'est parti. On va prendre connaissance du chiffre. On va prendre connaissance du chiffre de la confiance donc, du consommateur aux États-Unis. Ça va tomber. Donc, on attend 79. On avait eu anciennement 80,3. On va regarder ça. Et en fait, je ne vais même pas le regarder. Je vais plutôt regarder l'impact que ça aura sur le marché, sur les marchés. Alors, on va se mettre l'euro-dollar. L'euro-dollar, il est là. Bon, et c'est toujours horrible à trader, ça. Le CAC, l'euro-dollar, le pétrole et les US qui ont ouvert. Donc ici, S&P 500. Donc surtout le S&P 500. Il y a vraiment un niveau à surveiller sur le S&P, c'est 1634. Hein. Si jamais ça cède, c'est direction 1600 points. Ah, excusez-moi, je me désaltère, j'ai un peu mal à la gorge. Alors,
Alors c'est parti. On va regarder ça. Donc quels sont les chiffres qui tombent? Voilà, 81,5, 81,5. Donc on a un indicateur de confiance selon le conference board qui est meilleur que prévu. C'est toujours la même chose. Est-ce que le marché va réagir comme ce matin pour l'IFO, c'est-à-dire considérer que ce chiffre macroéconomique étant bon, il est clairement crédible que le 18 septembre, la Fed nous annonce un passage des achats mensuels d'actifs de 85 milliards de dollars à 70 milliards de dollars. Aucune réaction sur le FXM dollar index, très peu de réaction au fond sur l'euro-dollar, très peu de réaction donc sur l'euro-dollar. Là j'ai l'impression qu'on a plutôt un chiffre peu significatif. Et peu de réaction là sur l'indice CAC 40, peu de réaction d'ailleurs sur l'indice S&P 500. Bon, au fond, j'ai l'impression qu'avec ce qui se profile en Syrie, les indicateurs de confiance du consommateur deviennent plus ou moins anecdotiques à court terme. C'est pas ce qui intéresse le marché. On vient donc de prendre connaissance d'une confiance du consommateur américain meilleure que prévu. Ça confirme donc bien ce fameux phénomène dont je vous parlais. J'appelle ça le retour en autonomie de la croissance économique américaine, avec toujours cette grande question de savoir comment le marché va gérer ce retour en autonomie, qui va être progressif. Petit à petit, l'économie US va perdre un socle de poids qui est eh bien, la politique monétaire expansionniste de la Réserve fédérale des États-Unis. Et dans ce passage de témoin, comment le marché va réagir? Pour l'instant, plutôt négativement depuis le début du mois d'août sur les actions américaines. Alors là, eh bien, aucune réaction vraiment sur le marché, même plutôt confirmation de ce qu'on observe depuis ce matin. Euh, pour moi, c'est peu significatif. Alors, on parle des pétroles et ensuite on regarde les paires de devises sur lesquelles vous souhaitez que l'on revienne. Vous me les mettez dans l'ordre, vous mettez vos graphiques et puis on regarde tout ça. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de commentaires. J'ai tous vos commentaires depuis 15h16. Je vais donc les reprendre dans l'ordre. Alors que dire sur les pétroles? Que dire sur les pétroles? Que dire sur les pétroles? Je vois deux choses à dire. Première chose à dire sur les pétroles. Actuellement, si vous cherchez à détenir une position longue sur le pétrole, vous ne devez pas être en position sur le WTI. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi? Le pétrole texan est coté en dollars. Euh, Traditionnellement, les facteurs géopolitiques ont plus d'impact sur le pétrole texan que nenni. Tout simplement, je vous invite à observer quelque chose que je vous avais déjà montré et qui produit ces effets. Observez la courbe de force relative WTI Brent. Ce graphique, je l'ai proposé la semaine dernière et il vous indiquait à un stade précoce que le Brent allait faire mieux que le WTI. Alors après, bien sûr, je ne savais pas si le Brent allait monter, le WTI baisser, ou si le WTI allait baisser et le Brent restait plat. Le marché nous a donné la réponse, le Brent monte plus vite que le WTI. Actuellement, nous sommes à peu près ici, le ratio diminue, puisque tout simplement, le Brent, eh bien, surperforme le WTI. Si vous avez un ratio WTI sur Brent qui corrige, et qui a priori d'après l'analyse technique peut corriger davantage, c'est bien tout simplement que le Brent va faire mieux que le WTI. Alors, où en sont justement ces pétroles? Alors pour le WTI, clairement, j'ai l'impression que nous sommes en train de valider une structure en flag, jambe de hausse, consolidation latérale en flag. Si cette lecture en flag est juste, et pour cela il faut absolument franchir en clôture les 108,89, derrière vous pouvez reporter ici la première jambe de hausse au point de clôture, au point de cassure, ça vous permettra de viser la zone des 118-119 dollars sur le WTI. Si on a fameux donc cette clause, si on a cette clause jour au-dessus donc des 108,89 dollars. Voilà donc pour ce qui est du WTI. Naturellement, ce sont les tensions géopolitiques, le risque de guerre, clairement en Syrie, et de contagion à toute la zone. La Syrie n'est pas un gros producteur de pétrole. Je ne connais pas les chiffres de production de pétrole. Ça se peut, on ne produit même pas de pétrole. J'en sais rien. Dans tous les cas de figure, c'est un facteur hyper déstabilisant pour la région. Alors on peut espérer que ce sera géré finement.
Car en plus, sur des tels niveaux de cours du pétrole, on arrive dans une zone où de tels prix du pétrole font peser aussi un risque sur la croissance économique. D'où ce matin, ce membre français du comité de politique monétaire de la BCE qui est venu s'expliquer en disant que la BCE sera flexible par rapport aux tensions inflationnistes. Le marché, la politique monétaire semble se préparer à des frappes aériennes anciennes et donc à une envolée des cours du pétrole. Alors le Yucca Oil eh bien, vous donne ici toute l'illustration de sa force retrouvée. Nous sommes dans une phase de surperformance du pétrole de la mer du Nord. Je vous rappelle, coté en livres sterling, objectif 115,30. J'ai reporté ici une extension de ce mouvement de hausse à cette phase de conso latérale. Première cible 111,64 dépassée. Tous les mouvements de retour sur 111,64 s'achètent. Ce qui signifie, si le marché vous en donne la possibilité, hausser achat, on va dire, voilà, 111,80. Si le marché, mais il y a peu de choses, j'ai l'impression qu'il va nous faire une grande verte là. Pour viser donc 115,30. Alors voilà pour ma part ce que moi j'avais à vous dire sur les marchés. C'est parti, vos commentaires. Alors, bonjour Véloteur, bonjour Visiteur, bonjour Panther666, bonjour Eric, bonjour Guylaine, DGA Siloum, Michel, Nico Forex, Phil, Ludo, rebonjour, Rockcult, Flying Fin, Belly, Visiteur, Gilles, Eric. Allez, je lis tout jusqu'à ce que j'arrive à un actif. Ok. Alors le son est beaucoup mieux. Alors certains me disent que le son est faible, d'autres que le son est parfait. Ce qui prouve bien que parce que ici, alors sachez qu'on s'est équipé là de tout nouveaux casques hein, et de toutes nouvelles machines depuis les changements de locaux. Ce qui prouve bien qu'en face, je pense que c'est une question de navigateur. Alors, Galant est le premier à nous poster quelque chose. Ah non, j'ai pas manqué. J'ai manqué Belly. USD Yen, figure d'ornement en forme de diamant. Alors moi j'ai plus un canal baissier avec mon rythme choc baissier 68, choc baissier 68, mais peut-être. Moi je vois plus quand même des figures latérales, plus qu'en diamant. Puis le diamant c'est quand même quelque chose. J'ai jamais vraiment été fan de cette figure là, mais Belly, je t'invite à poster ton graphique pour le montrer à tous. Alors Galon. Je me souviens de l'enviassement du Koweït par Saddam Hussein qui avait fait chuter les indices de plus de 20%. Les bruits de bottes font peur. Alors Galon en effet, c'est quelque chose qui semble se mettre en place sur les marchés actuellement. Les bruits de bottes font peur. Alors là, c'est un événement complètement exogène, dont j'ai envie de dire, on n'a pas besoin. Ludo nous dit c'est parti, le dollar index dévisse avant les annonces. Alors pour l'instant, bon, c'est plutôt flat sur le dollar index. Et quant à l'euro dollar, eh bien, toujours pareil. Hein. Franchement, l'euro dollar, honnêtement, que dire de plus que 1,33, 1,34 ? Est-ce que quelqu'un ici à court terme, arrive à avoir une vision plus limpide du 1,33 à 1,34. Pour ma part, je n'y parviens pas sur l'euro dollar. Je n'y parviens pas. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Alors, l'avenir du WTI, nous venons d'en parler en cas de franchissement en clôture des 108,89 envolé à 118. Dans tous les cas de figure, si vous jouez les pétroles, votre position longue doit être ouverte sur le Brent et non le WTI. Et je vous ai illustré cette conviction à l'aide de la courbe de force relative WTI Brent. Benoît nous précise, zone de correction hebdomadaire potentielle sur l'Eurotri. Benoît a raison, 2,71 est un objectif de cours important sur l'Eurotri. Benoît vous invite donc à prendre des bénéfices. Alors, Ludo nous poste un graphique sur les FXM dollar index. Voilà, des objectifs baissiers sur les FXM dollar index, donc plutôt haussier pour l'euro dollar. Graphique Dow Jones en H4, merci Ludo. Voilà, Ludo ici vous propose un graphique tout à fait intéressant sur les perspectives baissières de l'indice Dow Jones. Je suis assez d'accord avec Ludo à la lecture de ce que montre le S&P 500 et le Nasdaq. Alors Ludo, je continue à poster tes graphiques. Alors, où trouver nos graphiques et les graphiques de tous ici? Sachez que tous ces graphiques, entre autres par exemple ceux de Ludo, très beau graphique là Ludo, vraiment très pertinent avec l'Ichimoku. En daily, hein, c'est fermement baissier sur le Dow Jones. Regardez-moi ce graphique de Ludo, c'est fermement baissier. Hein. Alors sourire dans le forum. Et j'imagine que Ludo, si je vais dans le forum Dow Jones, est-ce que je retrouve ton graphique Ludo? Je suis persuadé que je retrouve ton graphique. Donc sourire, direction le forum, puisque
nous avons des soucis avec Facebook. On rencontre quelques conflits, ils nous ont un peu zappé, on a du mal à uploader nos configs. Mais ça viendra. Napo nous dit j'ai 20 pips, 20 points. Alors 20 points sur les indices de gain sur le CAC. Alors peut-être un support intraday, mais le CAC là franchement je pense qu'il est parti pour 38,82. Le Migros grésille à fond. Oui, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Décidément, c'est vrai que pour le son, je vais peut-être baisser un petit peu comme ça, mais j'ai un peu de mal à faire un peu mieux en fait. Je vais rebaisser ça. Je vais reprendre mon ancien micro, j'ai l'impression, parce qu'il a l'air quand même mieux, hein. Alors, Eric nous dit que Londres préparait une intervention aussi, donc c'est bien possible que les États-Unis et la Grande-Bretagne soient de toute façon les premiers à bombarder. Et d'ailleurs, je pense que clairement, là, actuellement, l'armée britannique et l'armée américaine sont en train de mettre en place les frappes aériennes. De toute façon, ça va se faire. JB à 3880 sur le CAC, je prends mes bénéfices si je suis vendeur. Je prends clairement mes bénéfices, donc si je suis vendeur. Euh, les États-Unis ne veulent pas lâcher, mais ça va venir. Je suis d'accord, Lionel. Bonjour Vincent, une petite idée de la clôture du CAC. Oh bah, j'ai envie de dire, aujourd'hui, si on fait le jeu des pronostics sur le CAC 40, est-ce que si je dis sous 4000 points, je marque des points? C'est un peu facile. Alors, une petite idée de la clôture jour du CAC. Qu'est-ce que pourrait faire le CAC? Écoutez. Hum, hum, hum. 3000. Je pense que le CAC peut aller chercher 3960. Dans tous les cas de figure, en horaire, c'est vrai qu'on avait un chandelier qui autorisait ici un pullback à 4000 points. Mais j'ai pas l'impression qu'on va l'avoir. Bon, dans tous les cas de figure, sous 4000 points. De toute façon, en Europe, c'est quoi, hein? En Europe, c'est failure swing, MIB, IBEX, versus tête-épaule, CAC 40. Et alors là, avant que je continue la phase de questions-réponses, doit normalement vous venir une question. Failure swing, MIB, IBEX. Le failure swing, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vous le remonte pour ceux qui viennent d'arriver. Failure swing versus ETO. Voilà donc actuellement ce qui se passe en Europe sur les marchés actions. Ici nous avons le MIB et l'IBEX. Et ici nous avons donc ce qui est en train de construire l'indice CAC 40. Mais que fait l'indice leader en Europe? Le DAX 30. Excellente question. Que fait le DAX 30? Je me suis bien gardé de proposer une vue sur le DAX 30 car j'ai tout simplement du mal. Alors, je ne vais pas éviter le sujet parce que ce serait eh bien pas très honnête de ma part ou un peu facile. Le DAX 30, que dire du DAX 30? Je pense que le DAX 30 ne tiendra pas longtemps face au décrochage en cours sur les marchés actions américains depuis le début du mois d'août. Sur le DAX 30, je vous ai régulièrement parlé de quoi? D'un trading range 8002-8460. Bon, certes. On a quand même ici une trendline légère qui relie toutes les mèches de marché depuis eh bien, le 31 juillet. On a aussi une moyenne mobile tout à fait intéressante ici, exponentielle à 55 jours. Je pense donc que au fond, ce n'est pas forcément les 8215 points qui sonneront le glas de la tendance haussière du DAX, mais davantage les points bas de la séance du 20 août, donc qui se situe à 8243 points. Je pense que donc si le DAX clôture sur 8243 points,
Il donnera un peu l'équivalent du signal de vente du CAC sous 4000 points. Et où je vois le DAX se replier sur 8136. Dans tous les cas de figure, le DAX ne résistera pas à cet alignement des actions internationales dans une phase de prise de bénéfices. Alors maintenant on me dit le son très bien. Bon, alors si là bon, et là on me dit tout de suite le son pas top. Donc vous voyez qu'il y a quand même voilà, là c'est voilà. Oui Eric, c'est une bonne idée un serveur, mais c'est vrai que vu qu'on a un Facebook DailyFX France, si vous voulez Eric, on a un Facebook, c'est très gentil, et on va peut-être un jour faire ça. Mais on a un Facebook DailyFX France et ce qu'on veut c'est le rendre vivant et pouvoir un peu que ce soit un peu le rendez-vous pour tout le monde pour qu'on puisse échanger des documents. C'est pour ça qu'on s'acharne à retrouver une solution pour que ça fonctionne. Data Echo Siri, alors View, merci View, nous a donné des données économiques. Ah oui alors d'ailleurs View, si tu es avec nous, je montre à tous ce qu'a posté View dans le forum tout à l'heure. Alors View, je vous invite à vous abonner à ces messages car il passe ces journées à nous donner des super informations macro, micro, il y a plein de choses intéressantes. Et View nous postait par exemple ça ce matin dans le forum, le comportement des places boursières du Moyen-Orient, avec notamment ici un décrochage de 7% de Dubaï. Alors View là vous dit qu'il vous a posté dans la file pétrole des données économiques. Alors on va y aller ensemble. Alors allons nous balader dans la file pétrole. Alors c'est parti, matière première, pour aller voir donc ce qui se passe. Alors dans la file pétrole, alors je vous rappelle la petite astuce, vous cliquez sur la petite flèche ici une fois logué pour accéder au dernier message qui a été posté. Et qu'est-ce qu'on va retrouver donc? Ici on retrouve quelques messages. Alors il y a pas mal de choses qui a été postées par tout le monde. View. Alors, je suis dans quoi là? Ah mais non, je suis pas dans la file pétrole, je suis dans la file argent. Alors forcément je vais pas le retrouver. Donc on y retourne. La file matière première. La file pétrole. Voilà le message qui a été posté par View donc à 4h11. Alors voilà. Donc plein de données économiques sur le pétrole. Ah bah c'est sur la Syrie, merci. Donc la Syrie serait donc au 29e rang mondial pour la production de pétrole avec 26 millions de tonnes. Le pétrole représente 75% des recettes d'exportation syriennes. Alors merci beaucoup View. Alors là c'est quand même génial. Hein. Merci beaucoup View. Je vous donne ici le lien du post de View. Alors vous allez dans le forum et vous avez ici tout ce que représente au fond la Syrie dans ce marché du pétrole. Au-delà de ça, au-delà de la part de la Syrie dans le marché du pétrole, c'est davantage sa place dans la région. Et de manière conjoncturelle, la Syrie bénéficie des cours du pétrole et de l'importation de pétrole irakien à bas prix pour accroître ses exportations. Donc voilà des données intéressantes. Merci beaucoup, View. Donc voilà, il y a beaucoup de choses ici intéressantes dont vous pouvez prendre connaissance sur ce que représente la Syrie. Alors vous voyez que c'est pas la Syrie en elle-même qui fait peser donc un risque, mais c'est davantage son positionnement géographique. Et puis bon, bien sûr, tout ce qu'on sait sur la Syrie, sur Bachar al-Assad, etc. Et tout ce que ça sous-tend comme conflit avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Iran, enfin voilà, c'est toute la région, hein, puisque vous connaissez quel est le principal soutien dans la région du gouvernement de Bachar al-Assad, c'est l'Iran. Alors Olivier me demande un avis ici sur l'AUD-USD. Eh bien sur l'AUD-USD, que dire de plus si ce n'est que ma vue n'a pas changé, à savoir celle d'un vaste trading range compris entre 0,8850 et 0,93 avec un marché qui semble prendre des semaines, des mois à construire une phase latérale pour éventuellement avoir un retournement de tendance. Je surveille la force relative dollar australien, dollar néo-zélandais. Alors où est-ce qu'elle se cache? Elle est là. Voilà, je surveille le comportement moi de cette ligne de tendance baissière en données journalières. Vous avez ici en données journalières la parité AUD-USNZD. Si cette oblique baissière est franchie, si on a une impulsion de la UDNZD qui franchit eh bien, les 1,1570, nous rentrerons dans une phase de surperformance du dollar australien par rapport au dollar néo-zélandais. Philippe Bis nous dit mon short swing sur l'Ibex miam miam.
Alors, Daysuk nous dit attention, en effet, les relations entre l'Iran et la Syrie. 1,34 euro-dollar serait donc terminé, nous dit AVD LFX. On se dirige vers un conflit très sensible. Donc pour toi, quel impact sur l'euro dollar? Honnêtement, je ne parviens pas. Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. L'euro, il est quand même soutenu par le fait que, voilà, bon, franchement, bon, s'il soutient l'euro, on le sait depuis plusieurs mois. Au-delà du conflit en Syrie, je pense que euro et dollar sont avant tout influencés par les perspectives de politique monétaire. J'en veux la totale non-réaction du dollar avec cette perspective de guerre en Syrie. J'ai l'impression, moi, que nous sommes dans l'attente des 3 prochaines semaines. L'euro-dollar, c'est un peu à part. La BCE la semaine prochaine, la Fed le 18 septembre, le NFP la semaine prochaine aussi. Benoît nous dit objectif DAX 8120 points demain. En effet, pour le DAX, c'est tout à fait ce que je pense. Si on a donc une clôture jour sous les... alors j'avais mis quoi le point? Faudrait que je le retrouve, mon point sur le DAX. Une clôture jour sous les 8243, c'était ça. Ouais, c'était ce point bas. Voilà, moi si j'ai ma clôture jour sous 8243, c'est en effet quelque chose qui me paraît tout à fait correct. Possible, correction violente haussière, je ne suis pas sûr. Alors regardez pour le son, j'ai deux messages au même moment. Rouknout à 16h16 qui nous dit ah si le son très bien et Alain 5 sur 5 pour le son. Ah pardon c'est bon alors. Ah oui Belly on entend des sons derrière en effet c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit dans les bureaux mais je pense que je reprendrai quand même mon ancien casque, c'est plus efficace. Alors, Ludo me dit, regarde Vincent, ça va te plaire, GBP CHF. Oui, en effet, en Ishimoku, c'est baissier. Mais le sterling fait ses points hauts vendredi dernier, et on en a donc parlé, et Ludo nous le rappelle, merci beaucoup. Alors, GBP CHF, Belly USD Yen. Ah d'accord, voilà donc Belly éventuellement en données weekly, le diamant sur USD Yen. Eh bien écoute Belly, il y a peut-être quelque chose qui se prépare en weekly sur les paires en yen. Cela va dans le sens d'une forte hausse du yen japonais, car je rappelle que le diamant après une tendance haussière est le plus souvent une figure de sommet. Alors, on aurait plutôt Belly ici quelque chose qui irait en faveur d'une hausse à venir du yen. Et c'est ce que je pense moi depuis des mois, vous le savez, je vous en ai parlé tout l'été, la hausse du yen. Euro GBP, je vais en parler. GBP USD. Alors, les paires en GBP, on en a déjà beaucoup parlé. Je vois que vous êtes nombreux à demander, donc j'y repasse. Alors, en effet, l'ONEL, tout à fait d'accord. Alors, le GBP, pour moi, il monte. Le GBP, il va monter, et je vais expliquer à de nombreuses reprises pourquoi. L'euro GBP, eh bien, tend vers son objectif dont je vous ai parlé hier, les 0,8632. Donc là, on y est presque. L'euro GBP c'est un range 0,84-0,87. Je pense même qu'il est en mesure de rejoindre les zones. Par contre là c'est vraiment une zone de vente. En fait entre 0,8750 et 0,88 c'est une zone de vente extrême. Entre 0,84 et 0,8460 c'est une zone d'achat extrême. Et entre les deux bah, ça varie là-dedans. Donc là... Ouais 0,8671 quoi. L'euro GBP... 0,8671, je vais regarder. Ah bah alors là, parfait. Je retrouve le point deux fois. Je retrouve le point en extension et en retracement. Donc Euro GBP, objectif 0,8670. Voilà. Voilà donc pour ce qui est de ma réponse. Ok. Allez, il est temps pour moi de vous abandonner. Enfin, de vous abandonner, on se retrouve tout de suite sur le forum et sur Twitter. Voilà, merci d'avoir assisté à ce webinaire. La vidéo est donc enregistrée. Dans à peu près un quart d'heure, elle est sur la chaîne YouTube DailyFX France. Alors consultez chaque jour la chaîne YouTube. Alors vous tapez sur Google YouTube DailyFX France et on met toutes les vidéos.
Vous pouvez même d'ailleurs devenir membre de cette chaîne YouTube puisqu'on va de plus en plus mettre aussi les webinaires de formation. Et voilà, et quant à moi, eh bien, je vous retrouve demain après-midi, même heure. Et puis demain matin, vous retrouvez Adrien à 11 heures. Et en fait, Adrien très tôt, puisque généralement, dès 4-5 heures du matin, il est debout, ce cher Adrien, pour préparer des analyses de marché. Allez, on attend tous la clôture du CAC, mais clairement, ça sent pas bon pour les actions. Ça sent plutôt la hausse sur le yen, le Bund, le pétrole et l'once d'or. Merci à tous et à demain.